Radio Ems. Il est 19h. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Associativement Vôtre sur Radio Ems, l'émission mensuelle qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h. En direct chaque deuxième jeudi du mois et rediffusion tous les jeudis, donc nous sommes en direct ce soir. Dans cette émission, nous recevons des acteurs du monde associatif de l'Est parisien pour nous parler de leur histoire, de leurs activités et du bénévolat. Aujourd'hui, nous recevons Sylvain Moustaki de la Bibliothèque d'Objets de Montreuil et président et fondateur de l'Observatoire du Partage. Bonsoir. C'est bien ça. Et ainsi que Jean-Michel Sicot, donc qui n'est pas encore arrivé, mais qui devrait arriver du Rupert Café du Pré Saint-Gervais et président de l'association Écolo au Pré. Donc bonsoir Sylvain. Bonsoir, bonsoir. Donc merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce tout premier direct. Pour co-animer cette émission de ce soir, j'ai l'honneur d'être accompagné de Caroline et de David à la régie. Bonsoir Caroline. Bonsoir Franck, bonsoir Sylvain. Bonsoir David. Bonsoir. Nous parlerons bien entendu des associations de nos deux invités, mais si nous vous avons réunis ce soir, c'est que vos activités tournent autour du réemploi d'objets et de l'économie du partage, voire de l'économie collaborative, notre thème d'aujourd'hui, que nous aurons l'occasion d'aborder lors de deux échanges agrémentés de pauses musicales que vous avez choisies. On en parlera tout à l'heure, Sylvain. Mais en attendant, pour commencer, Caroline va nous parler d'économie collaborative. À toi, Caroline. Alors, vous connaissez certainement le célèbre documentaire Prêt à jeter l'obsolescence programmée, toujours visible sur YouTube, dans lequel on peut voir cette fameuse ampoule de la caserne des pompiers de Livermore en Californie qui brille depuis 1901. Une ampoule qui brille depuis plus de 120 ans, mais vous allez me dire que c'est pas bon pour l'économie. Ce sont des emplois en moins chez les fabricants d'ampoules et des bénéfices qui ne pourront pas être versés dans les entreprises du CAC 40. Je vous vois venir, tout adepte de l'économie du capital que vous êtes. Pourtant, depuis un petit moment, se développent des circuits économiques spécialisés dans l'économie du partage, dite aussi économie collaborative. Qu'est-ce que c'est ? Alors, si on considère avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, que chaque foyer détient en moyenne 2,5 tonnes d'équipements ménagers, soit le poids d'un hippopotame, et qu'il a fallu en moyenne 45 tonnes de matières premières, c'est-à-dire 18 hippopotames pour les produire, on comprend que les défenseurs des hippopotames se soient un peu alarmés. Si en 78, les deux économistes américains parlent pour la première fois de la consommation collaborative, ce mode de consommation existe en fait depuis assez longtemps. C'est l'exemple des communs, ces champs qui étaient mis à la disposition des paysans par les seigneurs et les partages de ressources sous forme de coopératives. Mais depuis la prise de conscience de l'impact de nos consommations sur l'environnement et la crise financière de 2008, le phénomène se développe. Deux autres sociologues américains ont rédigé récemment, alors il s'agit de Rachel Bossman et Rue Rogers, des représentants des mouvements de Shareable, que connaît très bien, dont pourra nous parler Sylvain. Dans leur ouvrage What's Mine is Yours, ce qui est à moi est à toi, ils font le constat que le développement de cette économie collaborative est aussi une réaction face à l'insatisfaction produite par le capitalisme. On comprend qu'avec l'arrivée du numérique, les plateformes d'échange se sont démultipliées, mais entre la map du coin qui met en lien un foyer et un agriculteur sans intermédiaire et, à l'inverse, la plateforme Uber qui prélève un fort pourcentage à l'auto-entrepreneur taxi, on voit que le spectre de cette économie collaborative est assez large. Alors peut-être que nos invités ce soir vont, eux, se reconnaître dans la citation de Sénèque qui nous disait déjà depuis l'Antiquité « Sans partage, la possession d'aucun bien n'est agréable ».
Eh bien, merci Caroline pour ces explications pleines de sens et de partage, bien entendu, qui vont nous permettre donc de mieux comprendre les activités des associations de nos invités. Et donc tout de suite, on passe au premier échange. Alors Sylvain, est-ce que vraiment pour toi c'est bien cette volonté du partage qui t'a amené à piloter et monter la bibliothèque d'objets de Montreuil ? C'est vraiment comme ça que ça s'est passé, parce que donc en 2018 j'avais créé cette association qui s'appelle l'Observatoire du Partage. Donc ça c'était en réaction directe à ce que j'avais découvert de l'organisation chez Rebel dont tu as parlé aux États-Unis. La première manifestation qu'on avait faite, donc c'était les routes du partage en mai 2019 à Montreuil. Qui était en particulier l'organisation d'une gratiféria dans chacun des quartiers de Montreuil et des portes ouvertes dans plus de 100 associations réparties sur le territoire. Et suite à ça, on s'est retrouvés quelques-uns le soir de ça en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire, c'est quoi, what's next, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme idée. Et on a évoqué diverses possibilités et une qu'on a retenue qui nous a séduit tous dans l'idée d'une implantation pérenne versus un événement, c'était l'idée d'une bibliothèque d'objets. Je vais peut-être dire en 2 mots qu'est-ce que c'est qu'une bibliothèque d'objets, parce que ça même si on comprend un petit peu bibliothèque et objets, mais voilà, effectivement plus en détail c'est mieux. Donc ça veut dire donc qu'on emprunte des objets et non pas des livres. Pas n'importe quel objet. L'idée c'est vraiment des objets du quotidien, des objets plutôt simples qu'on connaît tous, qu'on a chez nous souvent, mais dont en réalité on se sert rarement, ponctuellement, 1 fois, 2 fois par an. Je peux citer dans ce genre de cas un Karcher, je peux citer dans ce genre de cas une machine à raclette, je peux citer dans ce genre de cas 48 coupes de champagne parce que il y a une fête ou un baptême ou quelque chose. Moi je me rappelle qu'au début, quand on s'est rencontrés pour la première fois, on me parlait de la boule à facettes. La boule à facettes, absolument, pour les grandes soirées, mais c'est que les très grandes soirées. Ah oui, parce que c'est un objet qu'on n'utilise pas énormément dans l'année non plus, quoi. La facette. C'est ça, ou un lit bébé parce que ta cousine arrive de province avec son petit dernier et que bon voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec? Donc l'idée c'est ça, des objets du quotidien. Alors est-ce que c'est vraiment la peine de les acheter pour s'en servir 2 fois par an et d'être embêté le reste du temps à devoir les mettre au fond de la cave où ils vont s'accumuler et participer à engrosser l'hippopotame dont parlait Caroline à l'instant. Donc l'idée est d'éviter des déchets d'une part en amont parce que ça évite d'acheter, donc de fabriquer des objets dont l'utilité est discutable, et en aval, ça évite des déchets derrière. On sait par exemple que l'emploi d'une perceuse neuve a une durée d'emploi de 18 à 20 minutes par foyer. Voilà, alors c'est une statistique très utilisée internationalement, dont j'ai recherché une origine un petit peu écrite, tangible. Donc je l'ai vu cité par beaucoup de gens, mais j'ai pas trouvé, je dois dire honnêtement, l'étude qui a établi ce chiffre-là, mais je pense que ça ne choque personne quand on dit ça, parce qu'effectivement, moi je connais des tas de gens, à commencer par moi-même, qui vont faire 2 trous dans l'année, quoi. Donc des objets à utiliser. Est-ce que comment vous avez envisager la bibliothèque avec comment est-ce que matériellement vous avez la possibilité de stocker énormément d'objets et comment se fait le choix des objets de la bibliothèque en fait? Alors il y a donc un petit historique. D'abord il faut dire que maintenant, à ma connaissance, il y a à peu près 400 bibliothèques d'objets dans le monde, donc ça fait pas la révolution, mais c'est quand même, c'est pas anodin, c'est pas tout à fait anodin. C'est surtout réparti dans
dans plus d'une trentaine de pays. Donc bon voilà, on va dire qu'il y a l'ébauche d'un mouvement. Je pense que ça a une particularité intéressante dans la recherche de nouvelles solutions économiques, au sens où il y a beaucoup de recycleries. Enfin, les recycleries rachètent les objets et les revendent. Enfin, les remettent en état, les revendent. Mais donc restent dans une logique de propriété individuelle de l'objet. Alors que vous, c'est bien l'idée du partage. La logique, c'est la tout à l'heure. Mutualisation des ressources. Voilà. C'est que il n'y a pas de raison d'être propriétaire. Il y avait une phrase qui résumait ça et qui disait j'ai pas besoin d'une perceuse, j'ai besoin d'un trou dans le mur. Donc on a besoin de pouvoir utiliser l'objet quand on en a besoin, mais en fait d'en être propriétaire, ça n'apporte pas grand-chose. Donc, par contre, l'idée de devoir en être propriétaire, effectivement, amène à cette multiplication infinie, puisque tant que vous n'avez pas l'objet, il y a quelqu'un qui a envie de vous le vendre dans le système actuel. Alors ça, c'est donc le fondement historique, si je puis dire. La mairie de Montreuil était impliquée dans cette réflexion, et vous voyez d'un très bon œil la naissance de quelque chose de ce type à Montreuil. Je pense qu'effectivement, sociologiquement, Montreuil est une bonne ville pour développer ce genre d'initiative. Et donc, elle nous a proposé un bâtiment exceptionnel, par ailleurs, historique dans Montreuil, que beaucoup de gens connaissent, puisque c'est l'ancien centre de santé Savatero. Oui. Qui a été un centre de santé municipal pendant très très longtemps, et qui était une école élémentaire encore avant. Ah, ça, je ne savais pas. D'après ce qu'on m'a dit. D'accord. Mais en tout cas, c'est assez rigolo, parce qu'il y a très régulièrement des gens qui viennent. Ah, j'ai travaillé ici, ou ah, je me faisais soigner ici, ou ah, j'accompagnais ma mère ici. Bon, voilà, donc c'est effectivement un bâtiment qui a une histoire un peu affective dans Montreuil. Et donc ça, et suite au déménagement du centre de santé dans la nouvelle tour Altaïs, donc ce bâtiment était vide pendant quelques temps, et combien de temps, ça je ne sais pas encore exactement, mais en tout cas était disponible, et donc la municipalité nous l'a proposé, et on était ravis évidemment, et en même temps c'est un bâtiment de 600 mètres carrés en vrai, grand. Donc il faut y faire des choses. Voilà, donc on a commencé à réfléchir à avoir non seulement la bibliothèque d'objets au sens strict, mais toute une série d'activités autour, axées sur réduction des déchets, réemploi, partage, mutualisation des ressources, transmission de savoir. Alors moi sur ça, je voudrais qu'on parle de cette régénération de piles. Oui. Donc là, on parle bien de piles et pas de batteries, de petites batteries qui se rechargent comme on peut acheter un peu partout. Là, c'est bien des piles type alcaline, qui se régénèrent. Parce qu'il y a la possibilité de le faire en fait. Depuis toujours, il y a eu la possibilité de régénérer des piles alcalines, mais personne ne le savait. Et donc vous avez ça à l'accueil de la BOM. Voilà. Alors, c'est une histoire qui mérite d'être racontée. D'abord, historiquement, le brevet en question, l'invention originelle, en l'occurrence, elle a été faite par un des grands fabricants de piles américains, je crois que c'était Varta à l'époque, et donc le brevet date, ils ont déposé un brevet du côté des années 70, donc tu pouvais t'acheter des piles, et après, tu pouvais les passer dans une petite machine et les réutiliser. Au bout de quelques années, exactement comme a expliqué Caroline, ils ont pensé que c'était finalement pas une très bonne idée. C'est comme le coup du pneu increvable. Donc ils ont mis sous le tapis leur propre invention, et ça a complètement disparu des écrans radars de tout le monde. Donc on achète des piles, on jette des piles, tout va bien, etc. C'est pas cher, formidable, longue durée, bon. Alors qu'en fin de compte, quand on les jette, on peut encore un peu les réutiliser. Alors pas qu'un peu. Donc là-dessus arrive
mon ami Cédric Carle et un certain nombre de gens qui ont un petit côté Géo trouve tout, et qui ont écrit d'ailleurs un bouquin passionnant sur les vieilles inventions qui sont tombées dans l'oubli, mais que finalement ça serait pas du tout idiot de réutiliser dans le contexte actuel. Rétrofutur. Hein? L'ouvrage s'appelle Rétrofutur. Exactement, voilà, Rétrofutur. Consultable à la bibliothèque. Absolument. Très et donc, ils ont considéré aussi que, bon, vu les dégâts aussi écologiques que font les piles avec les métaux lourds et tout ça, c'était un enjeu particulièrement important. Et donc, ils ont repris ce brevet qui est dans le domaine public et ils ont retravaillé à faire un système, donc open source, du coup, pour que ça puisse être utilisé par tout le monde. Bon, le principe, il n'est pas extraordinairement compliqué, hein. Il s'agit juste d'envoyer de l'électricité dans l'autre sens, de façon à inverser la réaction chimique. Le problème juste, c'est que les piles ne sont pas construites pour pouvoir supporter du 220. Donc si juste tu balances de l'électricité comme ça, la pile saute et ça marche pas. Et donc il y a un microprocesseur qui envoie juste des micro-impulsions de façon à ce que ne pas excéder la résistance. C'est pas du tout le même processus que des piles rechargeables. C'est pas du tout la même chose. Non. Hein, donc faut bien dire aux auditeurs et aux auditrices, ne prenez pas vos piles alcalines et vous les mettez dans le chargeur de batterie. Non, ça c'est pas bon ça. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Bon, donc ça fonctionne par micro-impulsion et ça prend 7-8 heures. Donc ça c'est un petit du coup puisque ça se recharge que très lentement. Donc la dernière précision importante à donner, c'est que quand tu jettes 4 piles, il faut savoir que sur les 4 que tu jettes, statistiquement, enfin, si tu en jettes 1000, on va dire, il y a un quart de ces piles qui sont neuves, pratiquement. Il y a un quart de ces piles qui sont effectivement totalement usées et aujourd'hui, au moins, en tout cas avec cette technologie, on ne sait pas rien en faire, donc il faut l'envoyer aux organismes qui sont capables de traiter ça. Mais il y en a 2 sur 4 qui sont réutilisables par ce système-là, c'est-à-dire qu'on les met dans cette machine et on peut les réutiliser. C'est énorme, 2 sur 4. Je confirme ce que tu dis parce que en radio, on utilise des petites piles bâtons pour les micros. Donc j'ai des séries de piles en paire et j'ai ramené une vingtaine de piles à la Baume il n'y a pas si longtemps et sur les 20, il y en avait 10 qui étaient non vidées en fait et que je pouvais réutiliser mais que je ne pouvais pas tester sur mes micros. Donc c'était un très bon processus de d'abord tester ces piles et ensuite de vous les laisser. Et donc, si je peux me permettre, donc juste pour aller au bout de ça, on a été évidemment très séduit par ce système qui peut avoir un vrai impact écologique majeur, qui ne coûte pas très 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 cher. C'est pas un investissement monstrueux, c'est un investissement de l'ordre de 50 à 70 € si tu veux t'acheter un appareil pour mettre 4 piles à la fois. Et bon, la station qu'on a mise à la Baume, qui est une station grand public, ça nous a coûté 2000 €. Donc c'est pas, tu vois, on parle pas de sommes industrielles, si je puis dire. Et donc on a mis ce système à la Baume, et donc les gens viennent, on teste leur pile, si elle est quasiment neuve, on le rend. Si elle est fichue, on l'envoie aux organismes qui savent traiter ça. Si elles sont régénérables, ce qu'on fait, pour des raisons de praticité, on garde leurs piles, mais on leur donne en échange des piles que nous, on a déjà régénérées, parce qu'on va pas leur dire de revenir 8 heures plus tard. Bien sûr. Mais donc, on fait ça gratuitement. Je tiens à le dire, parce que je pense que je suis assez content de ça. Je pense que c'est une première mondiale, et bon, voilà. Et Varta, on a les petites glorioles qu'on veut. Varta ne vous a pas fait de procès, du coup? Ben, mais non, parce que le brevet, il est dans le domaine public maintenant. Il a été déposé dans les années 70, donc c'est 20 ans, donc c'est fini. Donc vous êtes des contourneurs de l'obsolescence programmée. Ben, en tout cas, moi, c'est pas moi qui ai inventé le système, encore une fois, mais je suis très heureux de participer à son développement, absolument. Eh ben, justement, on parlait de gratuité. Est-ce que, si je peux me permettre, Caro, je pose la question et après sur la question, est-ce que vous,
c'est gratuit, c'est payant. Comment ça se passe le fonctionnement de la BOM? Alors, pour les objets, pour les objets, on parlera peut-être des autres activités après. D'accord. Alors, d'abord, je voudrais dire que sur les bibliothèques d'objets dans le monde, donc il y a à peu près tous les modèles économiques, enfin tous. Il y a une grande variété de modèles économiques. Il n'y a pas un modèle économique. Il y a à trouver le bon modèle économique adapté à l'environnement. Pour commencer par un exemple que nous n'avons pas suivi, la bibliothèque d'objets d'Ottawa, au Canada, tu payes $200 canadiens à l'année, et après c'est tout gratuit. D'accord. Bon, nous on s'est dit que si on demandait aux gens à Montreuil de payer 200 € d'adhésion, on n'allait pas avoir beaucoup d'adhérents. Donc, le modèle qu'on a choisi, mais ça ne veut pas dire qu'il va pas évoluer, et très probablement il va évoluer selon les retours des citoyens, selon les retours des adhérents, selon ce qu'on entend, selon les nécessités économiques qui peuvent aussi s'imposer à nous. Donc on a une adhésion à la BOM, ça c'est la première chose, c'est une adhésion à l'association. Cette adhésion-là, elle a un prix à aujourd'hui officiel de 10 €. Mais si les gens veulent donner 5 € ou si les gens même veulent donner 2 €, on leur demande pas de justifier des ressources. Bon, voilà. On veut pas que le prix d'adhésion soit bloquant du tout. Et ensuite, on a un prix de location par objet qui est tarifé en fonction de la valeur de l'objet. Donc si l'objet vaut moins de 20 €, c'est gratuit. De 20 à 50 €, c'est 5 € par semaine. Bon, voilà. Et pour des objets qui valent plus de 1000 €, c'est 50 € par semaine. Voilà. C'est donc une tarification par semaine à l'objet selon la valeur de l'objet. D'accord. Ce qui me permet de te demander, quels sont les objets les plus insolites qu'on vous a demandé? Insolites? Des objets rares, ou est-ce que vous avez eu des demandes très particulières d'objets justement peu courants? Je pense que dans l'ensemble, les gens ont très bien compris le concept, et le stock d'objets qu'on a, c'est aussi important de dire, c'est 90% des dons. Des gens qui ont donné des objets que justement, tiens, mais en fait, je m'en sers pas tellement, autant que ça puisse aussi servir à d'autres. Donc, l'essentiel du stock s'est fait dans une idée généreuse, je dirais. Les 10% qu'on achète sont des objets soit qui ont besoin d'être d'une qualité professionnelle parce qu'ils tournent tout le temps, et dans ce cas-là, un objet de premier prix, si tu veux, au bout de 2 ou 3 fois, il va tomber en panne. Donc il y a des objets qui tournent vraiment beaucoup et où il y a besoin d'avoir du bon matériel. Ceux-là, on les a achetés, des objets professionnels. Et on achète aussi des objets rares ou chers, puisque déjà, voilà, que précisément, ça c'est une autre utilité, je dirais une utilité vraiment sociale, juste les objets que tu peux pas te payer. Bon, je veux dire, voilà, on a un projecteur qui vaut 3000 €, ça permet de faire un certain nombre de choses. Tu vas pas acheter sans doute un projecteur à 3000 € pour une soirée, probablement pas, même si il y a sûrement des gens qui peuvent le faire, mais enfin la plupart des gens ne peuvent pas le faire. Alors j'ai pas de... En fait, on cherche à acheter des fois des objets parce qu'on nous dit « mais vous avez pas ça ?» On a dit « tiens, non, on n'a pas ça. » Bon, je t'en donne un qui est sur notre liste d'achat. Alors, je vais dire, peut-être il est insolite, mais c'est un peu triste. On s'en passerait, mais bon. Vous avez peut-être suivi, vous avez certainement suivi, journaliste que vous êtes, que il semblerait que malheureusement 10% des foyers français soient infestés par des punaises de lit. Oui, tout à fait, ouais. Et que c'est un vrai drame pour s'en débarrasser. Enfin, moi, j'ai vu plusieurs copains envoyer tous leurs lits à la poubelle, etc., et respirer des produits extrêmement toxiques. Donc, il y a une chose qui est efficace contre ça, c'est des nettoyeurs vapeur qui envoient de la vapeur à 70 degrés. Il se trouve que ça coûte 700 €, l'objet en question, et que il y a quelques sociétés spécialisées, entre guillemets, anti-nuisibles, etc.,
qui les loue genre 50 € la journée et que il y a une liste d'attente de 6 mois. Voilà. Donc on a dit qu'on allait acheter un objet comme ça. Sinon, j'ai pas de trucs extraordinaires. Non, c'est des trucs de fête qui vont te faire marrer. C'est les machines à fumer, les guirlandes, des racks. Bon, il y a pas d'objets extraordinaires. Je veux dire, encore une fois, l'idée, c'est d'avoir plutôt des objets simples, mais qui puissent tourner beaucoup. Visuel, courant. Ouais. Alors justement, comme on parle d'objets et puis de guirlandes, alors on est un peu dans le côté festif. On arrive à notre pause musicale, notre première pause musicale que tu as choisi, Sylvain. Le titre, c'est Les objets de Philippe Catherine. Donc pourquoi ce titre-là? Bah écoute, on n'a pas de chanson entre guillemets à nous entre guillemets, donc c'est plutôt toi qui m'as posé la question. Ça a déclenché une petite réflexion intéressante. J'ai dit tiens, c'est sympa, la première fois qu'on me demande un truc comme ça, donc on a réfléchi, on a regardé un petit peu, et puis bon, la chanson, quand on l'écoutera, on verra qu'elle a tout à fait sa place dans la soirée. Exactement. Très bien. Voilà. On écoute cette première pause musicale, Les objets de Philippe Catherine, choisi par Sylvain Mustaki de la BOM. Radio Ems, l'essentiel de la musique. Tous ces objets qu'on a connus, à qui vont-ils appartenir? Que vont-ils devenir? Ça, je n'en sais rien. Oui, l'harmonica, je vais jouer l'harmonica, mais ces outils pour quel jardin? Je n'en sais rien. Qui lira ces bouquins d'histoire, qui sourira dans son miroir, et les habits, je n'en parle pas, qui portera ce blouson-là? Ce que je veux pas, c'est croiser quelqu'un qui l'a sur le dos. Je tuerai ce salaud, ou j'en sais rien. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens. Pas toujours évidemment, mais souvent les objets vivent plus longtemps que les gens. Peut-être pas la boîte d'allumettes, ni la cigarette. Sa fenêtre ils ouvriront, sa porte ils refermeront, puis un jour ils mourront, et ceux qui resteront revendront. Ça durera combien? Je n'en sais rien. Les objets vivent plus longtemps, les objets vivent plus longtemps que les gens. Pas toujours évidemment, mais souvent les objets vivent plus longtemps que les gens. C'était Les objets de Philippe Catherine, un titre choisi par Sylvain Mustaki, notre invité, donc qui est là pour nous parler de la bibliothèque des objets de Montreuil. Tout de suite, on va passer à notre deuxième échange. Sylvain
est-ce qu'il y a des études qui existent sur les capacités, les économies réalisées aux échelles pas départementales, ville, nationale, par foyer? Est-ce que tu as connaissance de l'impact économique des bibliothèques d'objets? Eh bien, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Et à ma connaissance, non. Voilà. Et je pense que ce serait un excellent sujet de thèse pour des jeunes qui font un doctorat d'économie. Mais par contre, tu me disais que c'était plutôt en bilan carbone qu'on avait quelques estimations. On pouvait avoir un petit regard. Pour répondre au bout de cette question-là, je veux dire directement, la bibliothèque, elle est prévue pour faire des économies aux gens. Puisque si tu vas acheter une machine qui vaut 100 € et qu'au lieu de l'acheter, tu la loues à 5 €, voilà, tu as juste gagné directement la différence. En dehors du problème d'encombrement, etc. Donc, juste ne pas devoir acheter et louer pour 5 ou 10% de la valeur de l'objet. Donc, le gain, il est direct. Ensuite, ça dépend de ton utilisation, de la fréquence d'utilisation, etc. Bon, voilà. Et donc, plus tu utilises effectivement le système et plus économiquement, tu vas y trouver un intérêt. Les études qui ont été faites jusqu'à présent visaient plus les bilans carbone, c'est-à-dire combien de déchets combien on évite de production en amont et qu'est-ce qu'on peut éviter comme production en amont et donc qu'est-ce que ça signifie de carbone qui n'est pas rejeté dans l'atmosphère ou de matières premières qui ne sont pas prélevées dans le sol, ou etc., etc. Et en amont et en aval, combien de déchets de toute façon, combien d'objets au lieu d'être directement mis à la benne sont réutilisés grandement. Ça me fait penser quand même, on n'a pas dit, mais excusez-moi, je suis pas très organisé, mais ce qu'on a mis en place à la BOM immédiatement avec la régénération des piles et avec le prêt d'objets, c'est la réparation d'objets. Donc c'est un système, effectivement, on n'est pas labellisé Repair Café, mais l'idée c'est celle-là, donc les gens viennent à la BOM avec un objet qui est défectueux. Alors excuse-moi, mais sur les sites de Repair Café, on retrouve la BOM, vous êtes référencé comme... Oui, mais je parle d'un label. Vous n'êtes pas dans le label du Repair Café. Il n'y a pas une marque. Mais le fonctionnement, c'est celui-là. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des gens chez nous qui sont d'une part un salarié spécialement dédié à ça et après beaucoup de bénévoles dont on a eu la bonne surprise qui viennent et qui disent moi je suis content de réparer des objets pendant quelques heures, tel objet. Et donc, on a actuellement 2 réparateurs essentiellement, mais il y en a 3 ou 4 autres qui éventuellement gravitent autour, qui font de la réparation plusieurs jours par semaine. Et donc, les gens s'inscrivent et ça, on a des créneaux qui sont pris 2 mois à l'avance. Donc là, on est content puisqu'on a vraiment rencontré, si je puis dire, un besoin direct. Alors, c'est que des petites choses, pas que des petites choses, mais essentiellement des petites choses, parce que il y a aussi l'aspect transport après qui intervient. Et, des petites choses, c'est-à-dire un poste de radio, un aspirateur. C'est poste de radio, aspirateur, machine à café, bouilloire, grille-pain. C'est beaucoup des choses, du petit électroménager, on va dire essentiellement. Et là, on en répare. On est vraiment heureux de constater que 70% des cas, les gens repartent avec leur appareil réparé. Et aussi parce que dans beaucoup de cas, c'est juste une bêtise, entre guillemets. Oui. C'est un défaut d'entretien, c'est-à-dire il y a du tartre qui s'est bloqué quelque part, il y a un petit fil qui s'est débranché quelque part. C'est souvent pas grand-chose, sauf qu'on a tellement perdu le réflexe globalement de dire tiens je prends mon tournevis et j'essaye d'ouvrir le truc et de voir ce qui se passe,
avec cette petite problématique que souvent les vis sont faites de telle façon que tu peux pas les démonter parce que bon. Voilà, ou alors faut acheter des tournevis qui coûtent très très cher. Exactement, oui, parce que bon, donc ça, là, on rentre dans le discours de l'obsolescence programmée. Mais sinon, il y a donc beaucoup d'appareils où c'est en réalité pas grand-chose, et ça pourrait même être fait par les gens personnellement sans avoir une compétence particulière. Mais on a perdu ce réflexe, on a une espèce de peur d'arriver devant la machine et de l'ouvrir. Donc l'intérêt de l'atelier, c'est effectivement de montrer aux gens qu'en fait c'est pas tellement compliqué, qu'il y a une espèce de petite marche à franchir, qu'on les aide à faire, on les accompagne là-dedans. Et puis après, bon, il y a des cas, effectivement, il faut changer une pièce. Donc ça, on leur dit, vous commandez telle pièce, et puis ils peuvent éventuellement revenir, et à ce moment-là, on les aide à installer la pièce. Donc on essaye d'aller au bout du processus, et on a franchement un taux de réussite assez satisfaisant. Tu parlais qu'il y a un salarié pour ça, mais il y a des bénévoles. Ouais. Il y a combien de bénévoles uniquement sur la question la partie Repair Café, on va dire, de ces réparations? Alors, il y en a un qui est là, je l'admire, je l'adore. Il est là, je vais dire, à mi-temps, vraiment à mi-temps. Ouais. Et de façon 100% bénévole. Bon, il s'appelle Nicolas. Je sais pas si tu m'entends, Nicolas. Merci, bravo. Et on en a 4 autres qui viennent régulièrement. Dont un qui est spécialisé plus en électronique. On apprécie parce que ça, c'est un savoir-faire quand même un peu pointu pour le coup. Voilà. Et ça, c'est on va dire l'équipe de base, mais j'espère qu'elle va grandir encore. Et ils sont venus comme ça spontanément, ou c'est vous qui avez fait des appels à candidature pour dire vous recherchez des personnes, des bénévoles pour la réparation? On fait régulièrement des appels à bénévoles d'une façon générale en disant on a besoin de ceci ou de cela. On cherche des gens qui auraient du temps pour participer à développer ce projet, puisque de toute façon, par nature, c'est un projet citoyen, quoi. Ça ne peut pas vivre sans une implication des gens. Je pense pas qu'on ait fait je me souviens pas d'avoir spécifiquement cherché un réparateur. Ils sont effectivement venus d'eux-mêmes. C'est super, c'est le meilleur des cas de figure. Dans cette émission Associativement Vôtre, on cherche aussi à sonder l'engagement des bénévoles, en fait. Qu'est-ce que tu vois pourquoi il y a ce bénévolat? Pourquoi ton équipe, elle vient? Qu'est-ce qui crée? Est-ce que tu vois un point commun entre les bénévoles qui travaillent à la Baume et ailleurs aussi, parce que je sais que tu as aussi d'autres associations. Mais qu'est-ce que tu peux définir du bénévolat? Est-ce que tu vois s'il y a une... Oui, Quoi on fait du bénévolat, en fait? Alors, de ce que je vois, alors il y a 2 choses. Je dirais que bénévolat, c'est dans l'aspect... Ce qui m'intéresse le plus, ou ce que moi je ressens en premier, ça veut dire qu'ils ont du temps disponible. Voilà. Que soit parce que ils ont du temps disponible pour ça, et après c'est pas une histoire tellement d'argent, mais c'est une histoire d'avoir envie de participer à une aventure citoyenne d'une part, et d'autre part de se sentir concerné par quand même ce que la Baume essaye d'être un petit bout de la réponse ou un bout de la recherche avec d'autres, d'ouvrir de nouvelles pistes, de nouvelles voies. Donc voilà, il y a une aventure. Je pense que les gens qui viennent, c'est pour se dire qu'ils ont envie d'être acteurs à leur niveau, localement, avec les moyens dont ils disposent. Ils ont envie de faire quelque chose pour leur collectivité et pour l'espace où ils vivent. D'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai fait ça, moi aussi, c'est celle-là. C'est le sens, ce qu'on disait, le sens du partage, voilà, tout simplement. Oui, absolument. Caro ? Alors, justement, tu nous parles des bénévoles. Il y a d'autres ateliers à la Baume. Je sais qu'il y a tout un étage en haut où il y a des... Alors, il y a
beaucoup d'ateliers. Il y a des ateliers en menuiserie. Il y a des ateliers de couture. Il y a des ateliers de réparation d'objets. Des fois, on accueille des classes. On fait de la sensibilisation, beaucoup. On essaye de recevoir des jeunes enfants et de leur expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi ils sont concernés par cette situation. Je veux dire, enfin, on cherche toujours à garder l'équilibre entre, malheureusement, quand même une sensation d'urgence qui est en train de monter, je pense, au niveau global, et que effectivement il y a des nouvelles attitudes et de nouveaux comportements adoptés. Et après, on essaye de voir aussi que ça ne peut déboucher sur quelque chose de positif pour l'ensemble de la population ou pour la majorité de la population que justement dans une idée de partage. C'est ça l'autre chose. Et que il est clair qu'on a un discours, ça s'adresse pas aux milliardaires de la planète. On a un discours une attitude, un comportement, une recherche. On dit, on parle des gens, de monsieur tout le monde, voilà, du français moyen, qui voit sa situation se dégrader quotidiennement, parce que les enjeux écologiques, on les voit, les souffrances que ça induit, les problèmes qui sont là. Et donc on essaye d'apporter une réponse qui est basée sur le fait que ensemble on s'en sort mieux. Vous voyez vraiment tout type de Montreuillois venir, des grands, des petits, des riches, des pauvres, ou tu constates que c'est une population un peu homogène? Écoute, j'ai pas fait de... Bon, encore une fois, je demande pas je ne demande pas des fiches d'impôts, mais non, je suis vraiment extrêmement content. Nous sommes fiers, je dirais, de pouvoir dire, c'est pas les bobos qui viennent. Voilà, j'ai rien contre les bobos. Enfin, moi, je pense que je suis catalogué bobo de base pour beaucoup de gens, donc je suis pas là. Mais je vois les gens qui viennent, c'est beaucoup de gens, on va dire simples, en tout cas avec des moyens financiers limités, et à qui on apporte une aide réelle et directe. Et bon, voilà, on a ce plaisir, on se dit que oui, pour un peu, on aide un peu des gens. On parlait de bénévoles tout à l'heure, donc justement, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie d'être bénévoles, alors pas forcément pour les réparations, mais pour participer à la location des objets, à accompagner sur les piles régénérées, faire l'accueil, etc. Il y a de nombreuses possibilités de vous aider, de vous accompagner. Comment on fait pour vous contacter ? On va voir le site bom93.com où donc il y a un contact, on nous envoie un email, on nous téléphone, on vient nous voir 2 rue Girard au métro Croix de Chavaux. On est là, on est disponible, on est toujours content d'accueillir de nouvelles personnes. BOM, c'est BOM. Voilà, 93. BOM, la bibliothèque d'objets de Montreuil. BOM93.com. Ouais. D'accord. Combien de personnes bénéficient de tous les services, on va dire, que vous faites ? Alors, avec la réparation, les objets, etc. Puis il y a d'autres activités, on va en parler, mais au global. Alors, parlons chiffres. Donc, nous avons ouvert au public en avril 2022. À décembre 2022, nous avions 700 adhérents. Aujourd'hui, nous avons 1100 adhérents. Le nombre de gens qui sont passés entre avril et décembre 22, il y a 1500 personnes qui sont passées, tout confondu, entre les ateliers, les réparations, des choses comme ça. Voilà. Donc il y a à peu près 1500 personnes qui ont utilisé la BOM d'une façon ou de l'autre sur une année. Okay. Éventuellement plusieurs fois. Et si on continue à parler chiffres, est-ce qu'il y a un modèle économique important, soutenable pour la BOM, pour qu'elle perdure en fait ? Comment
Alors ça, pose des bonnes questions là. Je veux pas te mettre en difficulté, mais c'est juste pour voir comment ça s'organise derrière. Et je suis pas en difficulté parce que j'ai rien à cacher, donc c'est pas. Mais je peux te dire que c'est une bonne question parce que le modèle économique, si on veut dire que la BOM, l'activité bibliothèque d'objets en tant que telle peut se rentabiliser, la réponse est non. Voilà. La réponse est non parce que sur une gamme d'objets relativement limitée qui est là, qu'on loue, que louent aussi par exemple des loueurs professionnels genre qui louent tout. Bon, il y a une petite gamme. Nous on loue pas des grues ou des gros machins, mais bon, il y a une petite gamme de choses où on loue des produits comparables, et donc on a fait une étude comparative. Grosso modo, on est 15 fois moins cher qu'eux. Voilà. Donc 15 fois moins cher qu'eux, ça veut dire que voilà. La marge bénéficiaire éventuelle légitime, hein, je veux dire, je suis pas en train de critiquer ce qu'ils font, mais qu'il n'y a pas de marge économique. Nous, dans ce qu'on fait, on cherche vraiment à faire un service social. Et donc, actuellement, les locations de la bibliothèque, d'objets de la bibliothèque, représentent 10% de nos recettes, on va dire, ou de nos frais de fonctionnement, plus exactement pour le dire comme ça. Donc, alors quel serait un modèle économique soutenable d'une façon générale? Je pense que ça dépend entièrement de l'implication des pouvoirs publics qui sont autour. Je veux dire, c'est vrai que tu vas à Robert Desnos, bah c'est gratuit, et puis voilà. Et je pense qu'à terme, il y aurait une logique à ce qu'un équipement comme la BOM soit juste un équipement municipal et gratuit. Bon. En attendant ce jour, nous, on cherche à équilibrer entre les différentes ressources. Alors, c'était pas du tout dans le projet initial, mais les locations d'espace se sont trouvées être une ressource. On a eu 2 tournages à la BOM. La semaine dernière, il y avait Blanche Gardin dans les locaux. On était contents, c'était sympa. Bon, voilà, donc ça, il se trouve que ça a fait un peu des ressources. On loue un peu des espaces pour je sais pas, il y avait Emmaüs cet après-midi qui avait besoin d'une salle de travail. Bon, voilà. Donc les locations d'espace représentent une bonne partie ou les sous-locations, plus exactement, puisque nous, on est le locataire principal. Mais les sous-locations ont représenté une partie importante de notre activité, ce qui est à la fois sympathique, ça amène du monde, ça génère un peu des revenus. Ce qui est un peu étonnant pour nous, parce qu'on s'était pas vu comme ça au début. Donc c'est quelque chose qui est arrivé en marchant. Et donc, pour répondre complètement à ta question, j'espère que tu me réinvites d'ici 1 an et que j'ai une réponse un peu plus structurée. Mais on s'est inscrit dans plusieurs processus d'accompagnement. Il y a vous avez sûrement entendu parler du DLA. Voilà, donc on s'est inscrit dans des processus d'accompagnement pour essayer de réfléchir à comment pérenniser une activité qui, par nature, n'est pas une activité commerciale et qui, par nature, n'est pas une activité rentable. Donc ça suppose évidemment des subventions. Bon, il se trouve qu'on a eu des subventions de démarrage parce que le projet est séduisant. Je pense que le projet est séduisant, l'idée du projet est séduisante. Mais ça veut dire aussi un accompagnement financier. Donc voilà. Donc on est en train d'y travailler. On a quand même réussi à avoir une visibilité financière sur les 2 premières années d'exploitation. C'est pas rien pour une association qui est jeune et qui débute. Et pour le reste, je te dis rendez-vous au prochain. Donc on peut se réjouir de fêter dans l'année prochaine les 2 ans, puisque bientôt on va fêter les 1 an. Tu nous en diras plus. Voilà, juste après, on a une deuxième pause musicale. Voilà, cette fois-ci c'est Caroline qui a choisi cette pause musicale.
La complainte du progrès de Boris Vian ne pouvait que s'inviter dans ce débat, puisque dès les années 50, déjà, ce chanteur nous faisait l'état de la société de consommation qui allait grandir devant nous et ruiner la planète finalement. Maintenant, dans les vrais questionnements. Eh bien, tiens, très bien. C'est parti. Radio Ems, l'essentiel de la musique. La complainte du progrès. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant, c'est plus pareil. Ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait que l'on se querelle. L'air lugubre, on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant, que voulez-vous? La vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi, ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, au chauffe-savate, au canon à patates, à l'éventre tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci Sylvain. Merci à vous. Merci d'avoir participé à cette émission et d'avoir pallié à l'absence de notre deuxième invité. Mais bon, il y a tellement à dire. Je pense qu'on pourrait passer des heures ensemble, cher Sylvain, à parler de l'album et de tout ce qui tourne comme type d'activité, parce qu'on n'a pas, du coup, on n'a pas eu le temps de parler de toutes les activités. Donc là, c'est bientôt la fête des 1 an. Oui, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Avec plaisir. D'abord, c'est samedi 30 septembre, c'est bientôt. Donc ça se passera à la Baume, donc qui sera une journée porte ouverte. La rue sera bloquée, il y aura des barnums dans la rue, et donc il y aura tout ce qui nous ressemble. Il y aura de la musique, et il y aura à boire et à manger. Il y aura essentiellement des portes ouvertes partout à l'intérieur, donc les gens pourront voir ce qui se passe. Chaque activité hébergé dans la Baume ouvrira ses portes et recevra les gens. Donc, j'espère que beaucoup de gens auront l'occasion de découvrir ça. Et à 15h, il y aura en début d'après-midi, on va faire un débat sur les objets, qu'est-ce que ça signifie les objets, voilà, un peu de faire participer les gens et quelle est l'utilité fondamentale de ce qu'on essaye de faire, quels sont les problèmes qu'on peut comprendre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut maîtriser, qu'est-ce qu'on maîtrise pas, parce que malheureusement il faut bien accepter que on est loin de tout maîtriser. Donc il
essayer de porter notre goutte d'eau à ce qui nous réchauffe le cœur, en tout cas ce qui moi me réchauffe le cœur, c'est de voir que quand même les initiatives, même si elles sont pas grandes, au moins elles fleurissent partout des gens qui ont envie de faire des choses. Donc on le rappelle, c'est le samedi 30 septembre, à partir de quelle heure ? À partir de 11h, donc rue Girard, métro Croix de Chavaux, à Montreuil, venez. Ce sera une belle journée. Ouais, il y aura plein de choses. Bon, déjà, quand il y a eu l'ouverture, il y a eu pas mal de choses. C'était très sympa. Donc, on imagine que pour les 1 an, vous y travaillez beaucoup. Voilà. Bon, c'est bientôt, c'est la fin. Voilà. Pour terminer, donc, un grand merci à ma co-animatrice Caroline pour la préparation et ses questions pertinentes et à David pour la régie. Merci. Et merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été nombreux et nombreux à l'écoute. On vous donne rendez-vous le jeudi 12 octobre à 19h, toujours en direct avec 2 autres associations de l'Est parisien. Vous pouvez en attendant nous réécouter cette émission jeudi prochain à 19h, donc en replay, et puis l'écouter sur notre plateforme de podcast, donc podcast.radioms.fr, donc dès demain. N'oubliez pas de nous laisser des messages sur nos comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Merci, bonne soirée à toutes et tous. Restez à l'écoute sur Radio Ems. Dans quelques instants, Déclic prend le mic avec Florence et son équipe. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. He tells you that you've got to in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. I remember way back then when everything was smooth, when we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I remember how we'd play, simply waste the day away, then we'd say nothing would come between us. To dreamers, Father wears his Sunday best. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house. Was our castle and our king. Our house, in the middle of our street. Our house, that was where we used to sleep.